Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Le secrétaire général du Yacht Club de Monaco a présenté à la presse le calendrier 2013-2014. Le cardinal Paul Poupart est venu évoquer les défis du 3e millénaire pour l'Église dans le cadre du cycle de conférences de la Monaco Mediterranean Foundation. Nous allons parler prévention routière avec une opération menée par l'Institut Ladies and the City. Et enfin, nous écouterons de la musique spirituelle à l'occasion d'un concert donné mercredi en la cathédrale de Monaco. Direction le Yacht Club où le secrétaire général a convié la presse lors d'un déjeuner ce jeudi. Le Yacht Club de Monaco, c'est 1300 membres représentant 60 nationalités, plus de 1000 bateaux battant le pavillon du Yacht Club de Monaco. L'occasion également durant ce déjeuner de faire le point sur les événements marquants de 2013 et 2014. On écoute Bernard d'Alessandri. Si le soleil n'est pas au rendez-vous, la saison est bien là et elle a débuté donc avec les régates traditionnelles. Et puis la soirée italienne le 14 juin, les régates de Twiga tout au long du mois de septembre, les entraînements, les régates de Twiga, d'autres projets comme le rendez-vous, le Monaco Yacht Show qui est un rendez-vous incontournable. Et puis après on revient rapidement à la rentrée, les régates aussi de nos enfants qui pour nous sont très importantes puisque ce rôle éducatif du Yacht Club est quelque chose d'essentiel qu'on a accompli depuis de nombreuses années avec beaucoup de plaisir. Et après on sera rapidement en 2014, ça va surgir très vite, juin 2014, et ce formidable bâtiment qui sera inauguré lors du cocktail des membres en juin 2014. Le prince souverain a inauguré un nouveau lieu, le Port-Franc, un entrepôt douanier, un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité et qui permettra le stockage pour une durée illimitée de marchandises de grande valeur telles que des œuvres d'art ou des objets de collection. Christine Datomel a rencontré le président délégué, on l'écoute. Le gros avantage de ce Port-Franc, c'est de permettre le stockage en suspension totale des droits et taxes pour des marchandises qui proviennent de pays autres que l'Union européenne. C'est important parce qu'en fait, le gouvernement princier a tenu à mettre un outil à disposition des professionnels de l'art, des galeristes, des marchands d'art, des maisons de vente aux enchères et également des collectionneurs, afin de leur permettre d'importer ici à Monaco, de stocker en tout cas à Monaco, le plus grand nombre possible d'œuvres d'art de grande qualité. Et le but, bien sûr, pour nous, c'est pas stocker pour stocker. Le but, c'est de permettre à ce que toutes ces œuvres puissent sortir, puissent quitter le Port-Franc de façon à être exposées, à être vendues aux enchères, à être expertisées ou restaurées. C'est un lieu secret parce que, bien sûr, c'est un lieu qui est hautement sécurisé, qui est doté de box de différentes superficies, qui sont tous équipés de climatiseurs et d'appareils de régulation hygrométrique. Et le principe est que la Société d'exploitation de gestion des entrepôts de Monaco, la CGM, loue ces box à des professionnels, des commissionnaires ou des transitaires en douane ici à Monaco, agréés à Monaco, qui vont louer les box de différentes superficies pour leurs clients. Les marchandises arrivent d'un pays hors de l'Union européenne, sont stockées ici, elles sont identifiées, répertoriées. Il y a une transparence totale par rapport à la venue des marchandises, mais on veut vraiment générer de l'activité économique. C'est pas, je vous le répète, stocker pour stocker, c'est faire en sorte que ces œuvres de grande qualité puissent être montrées ici à Monaco, puissent être exposées, et que les grandes maisons de vente aux enchères, comme nous avons eu par le passé ici à Monaco, puissent revenir et proposer des ventes de grande qualité. Le reste de l'actualité en bref, le ministre d'État et le conseil de gouvernement pour les finances et l'économie ont visité la société Atom à Fontvieille. Installée en principauté depuis 20 ans, Atom Monaco est une société spécialisée entre autres dans le domaine des joysticks, que ce soit dans l'aéronautique ou encore la robotique. Toujours en bref, le souverain a visité l'exposition du peintre Mark McFadden mercredi à l'hôtel des Ventes de Monte-Carlo, lieu situé sur le quai Antoine Ier, exposition jusqu'au 26 mai. Le cycle de la Monaco Mediterranean Foundation s'est poursuivi mercredi à l'hôtel Hermitage. Le cardinal Paul Poupart est venu évoquer les défis du 3e millénaire pour l'Église. Un des défis, la nécessité de favoriser le dialogue sous toutes ses formes. Patricia Navarro l'a rencontré. Nous nous trouvons devant une situation nouvelle
où l'Église comme la société peinent à transmettre un message avec des valeurs qui soient acceptées par tous, disons de façon pacifique, dans un dialogue respectueux. Et donc nous nous efforçons à travers ce dialogue de se faire connaître aux autres pour ce que nous sommes et de nous efforcer de comprendre les autres pour ce qu'ils sont. Est-ce que le pape François, dont vous avez mentionné le nom, est celui qui va être le plus à même, qui est le mieux armé pour faire face à tous ces défis? Sa façon même, le style, si vous voulez, qui est le sien, fait que les personnes sont en confiance avec lui. Et donc je crois qu'avec lui, le dialogue non seulement va progresser, mais a déjà progressé. Parce que la semaine dernière, comme vous savez, il a reçu le nouveau patriarche copte d'Égypte. Dès son élection, le patriarche copte a exprimé son désir de le rencontrer. Et fait nouveau donc dans le style, donc jusqu'ici il n'habite pas le palais apostolique, comme on l'appelle, mais il est à Santa Marta, et une sorte d'hôtel, j'allais dire, dans lequel on reçoit les visiteurs de marque. On n'est plus, si vous voulez, sur le pape, sur son trône, j'allais dire. Il reste toujours le pape, mais c'est vraiment le prêtre et l'évêque qu'il est resté et qui dialoguent de façon évangélique. Nous allons parler prévention routière à présent. L'Institut Ladies and the City mène depuis un an une opération de prévention, opération ludique pour sensibiliser notamment la jeunesse. Reportage. L'Institut Ladies and the City a mis en place une campagne de prévention routière depuis un an maintenant pour sensibiliser différents publics. Plus qu'une campagne, Love Life Prevention est plutôt une opération ludique et artistique. La campagne Love Life, Love Prévention est une campagne de sensibilisation à la prévention routière qui est basée et tournée vers le côté positif et le respect de la vie. Voilà, donc nous ne parlons pas de tragédie, de l'aspect noir que tout le monde connaît, mais plutôt d'un message positif. Message positif symbolisé par deux actions, notamment une compression de 2 voitures signée par des enfants et des personnalités. Autre action, une charte écrite par les membres de l'Institut Ladies and the City. J'ai signé. Je reconnais le caractère précieux de la vie. Je sais que trop de gens sont tués chaque année sur les routes du monde et des millions sont gravement blessés. Je reconnais l'importance de la prévention et de la sécurité routière. Je signe de mon prénom pour prouver mon respect de la vie, mon engagement à veiller à ma sécurité, ma volonté de diffuser autour de moi le message de la prévention et de la sécurité routière pour aider à prévenir de futures tragédies. La marraine de Love Life Prevention n'est autre que Jutta Kleinschmidt, la seule femme à avoir gagné un Paris-Dakar. Cette campagne de prévention est menée en partenariat avec l'Automobile Club et la prévention routière monégasque. Pour la prévention routière, nous l'accueillons avec beaucoup de satisfaction. Il est bien évident que tous les supports médiatiques qui peuvent nous aider dans la démarche que nous avons entreprise depuis plusieurs années en principauté, on l'accueille avec beaucoup de plaisir. Pour moi, c'est très important de faire quelque chose pour la prévention routière, parce que je fais de la compétition automobile et on est très protégé dans nos voitures de course. Il y a eu beaucoup d'évolutions en ce sens. En revanche, je pense que sur les routes, les automobilistes ne bénéficient pas de toutes ces protections. Et il y a tellement d'accidents chaque année, je pense que c'est très important de faire tout mon possible pour qu'il n'y ait plus d'accidents de la circulation. Et en ce qui concerne le côté artistique de cette opération de prévention, des gilets rétro réfléchissants sont détournés pour en faire des œuvres d'art qui seront vendues par la suite au profit de la prévention routière monégasque. En fin de semaine prochaine, vous le savez, le Grand Prix de F1 dans les rues de la Principauté. Ah, mais avant cela, et c'est traditionnel, le match de foot entre la Star Team et l'équipe des pilotes, tout cela au profit de l'enfance. La date, le mardi 21 mai au stade Louis II. Il s'agit de la 20e édition. On écoute à ce propos Mauro Serra. 20e, c'est une date très importante. On ne pensait pas d'arriver à aujourd'hui. On espère de faire d'autres 20 ans comme ça. Ça va être un très bel match, surtout un très bel événement. Et le spectacle ne va pas manquer. Naturellement, il y a les têtes de points parce qu'il y a Vettel qui est le capitaine, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Felipe Massa, Sergio Pérez, Maldonado,
à Rosberg, plus tous les autres GP2 qui maintenant ils sont des pilotes qui passent bientôt dans la Formule 1, mais ils sont déjà très très connus et qui jouent aussi très très bien au football. De notre côté, de Pavel Nedved, on a déjà un coach d'exception parce que Claudio Ranieri sera avec nous. C'est un ami de tout le monde, il connaît tout le monde, ça nous fait très très plaisir. Mais Loris Capirossi, Max Biaggi, que cette année on l'a mis comme capitaine parce que lui c'était à notre premier match il y a 20 ans. Mais aussi beaucoup d'autres, Giuliano Razzoli, il y a beaucoup d'athlètes. Je viens de parler avec Novak Djokovic, que même s'il a mal la cheville, il a dit « Mauro, je fais le maximum pour être là avec vous ». Et puisque l'on parle de ce match de foot avec des pilotes, sachez que comme chaque année, nous diffuserons l'intégralité du Grand Prix, que ce soit les essais ou la course de F1, mais aussi la GP2, les courses de Porsche et de Formule Renault. En bref, l'intégralité en HD sur la chaîne numéro 8 de la boxe, de jeudi 8h30 à la course de F1 dimanche 14h. Le Grand Prix de Monaco, c'est sur Monaco Info. Et sans transition, culture avec un concert qui a été donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, concert spirituel en la cathédrale. Voyez ce reportage de José Sacré. Si l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et les grandes orgues de la cathédrale participent aux célébrations des cérémonies religieuses des grands événements de la principauté, comme la fête nationale monégasque ou la Sainte-Cécile, les concerts donnés les 8 et 15 mai 2013 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec en soliste Olivier Vernet, titulaire des grandes orgues de cette cathédrale, faisaient figure d'événement. C'est un événement d'avoir l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans la cathédrale, en plus avec dans son programme de concerto, avec le grand orgue de la cathédrale. Ça c'est effectivement unique, hein. Ça s'est jamais produit. Sur le nouvel orgue Thomas, on avait fait il y a quelques années le concerto de Francis Poulenc, mais à l'époque il y avait encore l'ancien orgue Boisseau. Quels sont les problèmes techniques que ça pose? Parce que l'orgue est loin de l'orchestre, donc forcément du chef d'orchestre. Les problèmes sont assez importants, puisque effectivement nous sommes distants d'un peu plus de 75 mètres entre le pupitre des premiers violons et moi à la console de l'orgue. Alors c'est extrêmement périlleux parce que les concertos de Handel, c'est vraiment de la dentelle musicale. Il y a beaucoup de notes, ça va très vite, c'est très vif et on est très loin les uns des autres. Donc on a pallié à ce problème-là avec un retour vidéo, avec un retour audio aussi. Donc des micros sont placés au milieu de l'orchestre et j'ai une petite enceinte juste à côté de moi qui me permet d'écouter l'orchestre. Et je me base vraiment sur ce que j'entends dans les enceintes pour pouvoir jouer ensemble. On dit quelquefois qu'un orgue est un orchestre à lui tout seul. Si c'est le cas, ce concert est-il une sorte de rencontre exceptionnelle entre deux orchestres? C'est pas réellement un orchestre, l'orgue, c'est vraiment un très grand instrument avec des sonorités infinies. Sur l'orgue de la cathédrale, nous avons 80 jeux et le mélange de ces 80 jeux, effectivement, pourrait faire penser à la variété des timbres qu'on trouve dans l'orchestre. Par contre, ce qui est vraiment complètement différent, c'est le mode d'émission du son. Les orchestres, on a un son produit par des bois, des vents, des cordes. Et à l'orgue, on n'a que des tuyaux et le souffle, tout compte fait qui passe dans les tuyaux. Donc on a une opposition de masse, de force peut-être entre l'orchestre et l'orgue, mais c'est vraiment deux mondes complètement indépendants l'un de l'autre. Le public très nombreux présent dans la cathédrale de Monaco pour ces deux concerts a applaudi longuement l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, son chef Philippe Piquet et Olivier Vernet, titulaire des grandes orgues de la cathédrale, soliste magnifique de ces concerts d'exception. Les amateurs d'orgue ont d'ores et déjà rendez-vous avec le Festival international d'orgue de Monaco qui se déroulera en juillet et en août 2013 en la cathédrale sous la direction artistique d'Olivier Vernet avec un concert d'ouverture le 7 juillet prochain.
En bref, sachez que le Kiwanis Club de Monaco a organisé sa soirée de gala à l'hôtel Hermitage jeudi. À cette occasion, l'affiche du concert donné récemment par l'orchestre de jazz de l'OTAN et la fanfare des carabiniers de Monaco sera désormais une des pièces maîtresses du musée des carabiniers. Cette affiche était dédicacée par le couple princier. Quel temps va-t-il faire les jours à venir? Pour le savoir, voici la météo. À commencer par samedi, désolé, le temps sera médiocre avec pas mal de pluie et une instabilité orageuse. Ne cherchez pas les éclaircies, il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Les températures sont inférieures au normal de 14 à 17 degrés. Dimanche, une amélioration. Les nuages laissent place à quelques éclaircies. Il fera de 14 à 20 degrés. Lundi, des nuages et du soleil. Les températures sont presque conformes à la saison de 15 à 20 degrés. Et enfin, mardi, une belle journée ensoleillée de 16 à 22 degrés. Ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.